Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Nicolas Bay, député européen, secrétaire général du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Sylvie Goulard a démissionné de ses fonctions de ministre de la Défense. Elle veut pouvoir défendre, dit-elle, sa bonne foi dans l'affaire des emplois fictifs présumés des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen. Votre réaction? D'abord, je me réjouis de voir quelqu'un qui est une eurocrate, obsédée par le fédéralisme européen et qu'elle a voulu sans doute imposer dans le domaine de la défense, quitter le gouvernement. C'est sans doute une bonne nouvelle pour la France, même si je crains qu'elle soit remplacée par une ministre ou un ministre qui aura les mêmes orientations politiques. Après, sur le fond de l'affaire, écoutez, c'est tout à son honneur de vouloir se défendre. Moi, ce que je pense, c'est que... Tout à son honneur, c'est-à-dire que c'est bien, c'est une belle décision, c'est un beau geste de partir alors que finalement, ça n'est qu'une enquête préliminaire, qu'elle n'est pas mise en examen, qu'elle a peut-être des arguments pour faire valoir sa défense. Non, mais moi, j'aurais pas été choqué qu'elle ne démissionne pas, mais enfin, si elle souhaite, pour pouvoir se défendre, démissionner, en tout cas, c'est tout à fait respectable. Mais sur ces affaires d'assistants parlementaires, ce que nous disons, nous, depuis le début, c'est que les assistants parlementaires des députés, quel que soit leur bord politique, ils ont le droit d'être des militants politiques. Et finalement, on nous a fait un très mauvais procès. Et aujourd'hui, il y a un petit effet boomerang, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble de la classe politique qui, peu à peu, et évidemment, ayant les mêmes pratiques qui, au demeurant, sont parfaitement normales et légales, eh bien, ils sont tous mis en cause. Ça sera encore à vérifier dans l'enquête, parce qu'effectivement, il y a des différences entre les activités, temps partiel, temps plein. Je ne sais pas si vos affaires à vous sont exactement les mêmes que les leurs, mais en tout cas, je vous entends dire c'est tout à son honneur. Ça veut dire que ce n'est pas à votre honneur de ne pas démissionner quand, justement, il y a des affaires comme celle-ci ou de ne pas rendre une partie de ses mandats? Mais non, mais pas du tout. Nous, ce que nous disons, c'est que depuis le début, nous avons enfreint aucune règle ni aucune loi. Voilà. Non, mais elle dit la même chose. Non, mais elle démissionne. Et vous dites c'est respectable. Non, mais c'est un peu différent parce qu'elle est ministre et elle considère que pour pouvoir mener sa mission ministérielle dans la sérénité, il est préférable qu'elle démissionne. Moi, je comprends cette décision, mais ça ne fait évidemment pas d'elle une coupable. Les autres ministres MoDem du gouvernement, vous pensez qu'ils devraient en faire autant? Non, mais pas nécessairement, parce que s'ils n'ont rien à se reprocher, il n'y a pas de raison qu'ils démissionnent. Moi, je les considère comme des adversaires politiques. Les orientations politiques qui sont les leurs, je pense qu'elles sont néfastes pour la France et les Français. Mais s'agissant de ces accusations, qu'ils s'en expliquent, c'est normal. Que la justice enquête, c'est normal. Mais il n'y a absolument aucune raison de les considérer d'emblée comme des délinquants, comme s'ils avaient enfreint la loi, ce qui n'est peut-être pas le cas. Moi, je ne connais pas le fond du dossier, je laisse la justice travailler. Mais il y a un petit côté insupportable dans ces affaires-là, à immédiatement considérer comme coupables ceux qui font simplement l'objet d'enquête. Vous êtes un peu plus sur les balles, comme on dit au tennis d'habitude. Là, vous n'y allez pas parce que vous êtes exactement dans la même situation? Mais nous, depuis le début, nous avons été extrêmement clairs. Nous avons dit que nous avons respecté les règles. Moi, je ne connais pas leur dossier à eux précisément. Mais il semblerait, au vu des éléments médiatiques dont on dispose, que ce qui leur est reproché, c'est à peu près la même chose que ce qui nous a été reproché, c'est-à-dire des assistants parlementaires qui sont engagés en politique, qui sont candidats, qui sont élus, qui ont des fonctions dans les partis politiques. Qui sont payés en l'occurrence au siège à Paris et qui sont mais si c'est ça, c'est différent. Voilà. Si ils n'ont jamais mené un travail d'assistant parlementaire... Mais chez vous aussi, non, c'est pas vrai. Mais c'est inexact. De son salaire sur les indemnités parlementaires, par exemple. C'est faux. C'était sur un temps partiel pendant une courte durée. Ça correspondait à un travail effectif, administratif en l'occurrence, au Parlement européen. Un mot sur le garde des Sceaux, François Bayrou. Il est toujours légitime avec cette histoire pour porter la loi de moralisation, avec ce départ de Sylvie Goulard. Ça change la donne ou pas pour vous? Moi, ce que je vois surtout, c'est l'affaire Ferrand, qui est peut-être plus grave encore. Là, ils sont en train de l'exfiltrer du gouvernement en lui donnant la présidence du groupe, manifestement, du groupe des Républicains En Marche à l'Assemblée nationale. Le moins que La République En Marche, pardon, on confond. Ça, pour le coup, c'est extrêmement grave. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et je pense que les Français portent un jugement moral assez sévère. Et évidemment, ça disqualifie assez lourdement ce gouvernement. On se souvient du quinquennat de François Hollande qui a commencé avec La République irréprochable. Ça a été Cahuzac, puis Thévenoud. Là, on a cette volonté prétendue de moraliser la vie politique. Et on voit que finalement, il y a un certain nombre de cas qui semblent loin d'être exemplaires dans le gouvernement. Cette loi sur la moralisation, vos 8 députés Front National, ils vont la voter? Tout dépendra de ce qu'il y a dedans. On a eu l'occasion de dire qu'il y avait... aujourd'hui, pas totalement, d'abord. Au Conseil des ministres, on a vu le texte. Oui, pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Suppression de la réserve parlementaire. Il y a à la fois des bonnes choses. Je pense notamment à la création d'une banque pour permettre le financement des campagnes électorales et éviter que ce soit les banques qui décident qui a le droit d'être candidat et qui a le droit d'être financé ou pas. Il y a un certain nombre d'autres dispositions qui sont absentes de cette loi. Vous la votez ou pas? Notamment le pantouflage, notamment la lutte contre les conflits d'intérêts. Tout ça, ce sont des manques importants. On va voir d'abord le texte, on va voir ensuite s'il est... le texte détaillé. Vous n'avez pas la réponse aujourd'hui encore? Non, moi, j'ai pas eu le texte détaillé. Ensuite, on verra ce qu'il y aura comme amendement. Et puis à la fin, nos députés prendront une décision.
Le bureau politique du Front National, c'était aujourd'hui un peu le bureau politique, on va dire, de toutes les réflexions après la séquence électorale qui vient de s'achever. Et comme il autorise les statuts, on a vu qui? On a vu Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur qui s'est invité. Ça a donné cette image, hein. Le fondateur, président d'honneur, regardez, coincé derrière cette grille, complètement cadenassé. Voici ce que ça lui a inspiré comme commentaire. On sait qu'au Front National, il n'y a pas la reconnaissance du ventre. Puisqu'aussi bien, je vous rappelle que si je n'avais pas prêté 9 millions au Front National, non seulement il n'aurait pas pu participer aux élections législatives, mais même pas aux élections présidentielles. Mais je pense quand même que par cette délicatesse du cœur particulière que Marine Le Pen a tenu à me faire ce cadeau le jour de mon anniversaire. Vous êtes ingrat au Front National, comme il le dit? Non, pas du tout. Simplement, Jean-Marie Le Pen ne fait plus partie du Front National et tout le monde sait pourquoi. Les statuts l'autorisent à venir au bureau politique? Ça fait 2 ans qu'il a été exclu. La justice, dans une décision l'a rétabli dans son titre de président d'honneur, il avait le droit d'être au bureau politique. Elle a reconnu qu'il était exclu, mais il a été rétabli dans son poste de président d'honneur. Avec le droit d'aller au bureau politique? Oui, avec un certain nombre d'événements récents. Donc il pourra venir s'en expliquer à nouveau dans les tribunaux s'il le souhaite, notamment le fait qu'il a présenté environ 150 candidats contre les candidats du Front National. Donc comme il se comporte comme un adversaire politique, il est traité comme un adversaire politique. Moi je regrette qu'il finisse de cette manière-là sa carrière politique, mais évidemment, quand on présente des candidats qui font 0,5 ou 1% des voix contre les candidats du Front National, on n'a pas sa place au bureau politique du Front National. Vous étiez à l'intérieur à ce moment-là, vous le voyiez, vous étiez sur les chaînes, vous étiez en train d'observer ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du bureau politique quand il faisait cette séquence-là? On était au travail, on était dans notre réunion, qui était une réunion d'analyse pour faire un bilan de ce cycle électoral 2017, à la fois ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, mais malgré tout, Marine Le Pen a obtenu près de 11 millions de voix le 7 mai. Nous rentrons avec 8 députés à l'Assemblée nationale, ce qui est évidemment scandaleux au regard de notre poids électoral, on devrait en avoir beaucoup plus, mais en même temps, c'est une nouvelle avancée. Donc ce cycle électoral de 2017, on en a tiré un peu un bilan et on va continuer de le faire dans les prochains mois pour être encore plus rassembleur, encore plus attractif dans les mois et les années à venir. Pour faire un bilan, il faut pouvoir entendre les voix, toutes les voix, sans tabou. C'est ce que disait Jean-Marie Le Pen. Il avait un propos de fond tout de même, écoutez, et vous me dites ce que vous en pensez. Le bureau a été responsable de la menée des campagnes électorales. Marine Le Pen il a échoué. Dans ces conditions-là, la pudeur veut qu'on se retire. La règle républicaine, le bon sens. On se retire et on passe la main à une autre équipe. Marine Le Pen doit démissionner de son poste de président? À mon avis, oui. Le bureau exécutif, ils sont encore 6, je crois. Ce sont ceux qui m'ont exclu. Ils doivent tirer les conclusions de la politique qu'ils ont menée et des échecs qu'ils ont subis. Votre réponse sur le fond, cette fois? Oui, c'est totalement farfelu. Alors Marine Le Pen a obtenu... C'est pas un échec, cette séquence mais elle a électorale? obtenu 34% des voix au second tour de la présidentielle. Il faudrait qu'elle démissionne, alors que quand Jean-Marie Le Pen obtenait 10% des voix, il ne démissionnait pas. 10 millions de voix au second tour de la présidentielle, 7 millions en premier, elle en perd plusieurs millions à l'arrivée. Oui, il y a eu une très forte abstention. Vous parliez d'une centaine de députés, puis d'une cinquantaine, vous êtes à 8. Oui, et ça, c'est un succès. On parlait de ça avant la présidentielle. Une fois qu'on a perdu la présidentielle, on savait évidemment qu'il y aurait une vague en faveur d'Emmanuel Macron. Il y a une logique institutionnelle. Le Front National a mieux résisté que les autres. Je vous rappelle que les Républicains ou le Parti Socialiste ont diminué très fortement leur nombre de voix entre 2012 et 2017. Ça n'est pas notre cas. On a maintenu un résultat qui est bien sûr en deçà de la présidentielle, mais qui nous permet d'avoir quand même un socle solide. Ce bureau et politique, ça nous a permis. Il ne tire aucun enseignement de ce qui s'est passé parce que vous jugez que c'est très bien. Non, je dis simplement qu'on peut être déçu par les résultats, mais en même temps, le Front National reste solide. Il obtient un résultat analogue à celui de 2012. C'est pas le cas. Donc vous changez rien? C'est pas le cas des autres partis politiques. On rentre 8 députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est malgré tout plutôt des bonnes nouvelles. Ensuite, on va prendre le temps, parce qu'on peut faire ça à la fois dans la camaraderie et dans la sérénité, prendre le temps de voir tout ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné, les sujets sur lesquels on a été moins rassembleurs, les sujets sur lesquels on n'a pas convaincu. Et vous en avez parlé, j'imagine, aujourd'hui. Par exemple, la ligne, ni droite ni gauche, ça reste la ligne du Front National ou c'est plutôt vers la droite, comme certains le demandent, vos élus du Sud-Est notamment? Non, mais non seulement c'est le ni droite ni gauche, c'est évidemment notre identité politique aujourd'hui, mais totalement validé par la recomposition politique qui vient d'avoir lieu à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, le clivage, il oppose la République en marche d'Emmanuel Macron avec les satellites socialistes ou les Républicains, d'un côté, c'est le camp mondialiste, et de l'autre, les patriotes. Alors nous tendons la main à ceux qui sont des patriotes et qui seraient encore égarés chez les Républicains, bien sûr. On va y revenir. Mais il y avait un problème de clivage droite-gauche aujourd'hui, Philippot, il ne dessine plus la vie politique. Vous ne l'avez pas abordé ça aujourd'hui?
Aujourd'hui, il n'y en a pas qui ont demandé la tête de Florian Philippot? Est-ce que c'est indispensable, Olivier Guelzi, de personnaliser sur tel ou tel des débats de fond qui peuvent être menés, je pense, avec efficacité Vous êtes vous-même sur les réseaux sociaux, j'allais dire, livré avec Florian Philippot à quelques pics. Rien Marine Le Pen a regretté d'ailleurs. Absolument rien sur les réseaux sociaux. J'ai simplement l'occasion de dire. Ça l'a énervé d'ailleurs apparemment Marine Le Pen. J'ai simplement eu l'occasion de dire que s'agissant de la création de son association, il valait mieux attendre après les législatives. On était dans le temps de la campagne. Maintenant, on est dans le temps de la réflexion sur tous les sujets, c'est-à-dire à la fois sur notre organisation, sur le nom du mouvement, mais aussi, bien sûr, c'est vrai, sur le projet, sur la formulation du projet, et notamment sur les points de programme sur lesquels on n'a pas convaincu. 8 députés Front National, c'est quand même pas assez nombreux pour constituer un groupe. On a entendu Marine Le Pen dire qu'elle ne désespérait pas de le faire assez rapidement. Vous comptez sur qui exactement? Les Patriotes, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu tôt pour le dire, mais il peut y avoir quelques indépendants au sein de l'Assemblée nationale avec qui on pourrait travailler demain. Moi, j'ai pas... Indépendants, ou vous pensez aussi à une frange de la droite des Républicains, par exemple? C'est quoi votre calcul, votre idée pour arriver à 15? Il peut y avoir, c'est vrai, des élus des Républicains qui ne se retrouvent pas dans un parti qui aujourd'hui est en train de se rallier massivement à Emmanuel Macron. Je pense qu'il y en a beaucoup chez les Républicains, peut-être chez les élus, mais plus encore chez les électeurs, qui sont profondément écœurés par ce spectacle, qui n'ont pas envie de soutenir l'immigration massive, qui n'ont pas envie de soutenir le fédéralisme européen, qui n'ont pas envie de soutenir une réforme du droit du travail qui finalement aboutira à précariser les salariés sans rien régler les problèmes des entreprises et des entrepreneurs. Voilà, je crois que sur tous ces sujets-là, on continuera à la fois à mener une opposition solide, ce que ne feront pas les Républicains, et à rassembler aussi les électeurs orphelins, notamment de ce camp-là. Alors, il se trouve quand même que pas mal d'élus de cette droite dite tendance Wauquiez, c'est-à-dire peut-être un peu plus dure que la droite qui est prête au compromis au cas par cas, se sont fait réélire au soir du second tour grâce à votre électorat, justement. Il y a eu une fusion des électorats au second tour. Est-ce que vous ne craignez pas que ça soit l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que vous vous fassiez tranquillement grignoter par cette aile droite des Républicains? Non, moi je ne suis pas inquiet du tout, parce que quand on voit les Républicains aujourd'hui qui sont polyfracturés, qui sont d'accord sur rien, je ne pense pas qu'ils soient en situation d'incarner une opposition sérieuse. Mais ça s'est passé dimanche soir. C'est-à-dire que vous seriez, pardonnez-moi, passez-moi l'expression, entre guillemets, les idiots utiles du premier tour, et puis au second tour, c'est eux qui raflent la mise. Non, bien sûr que non, parce qu'on voit bien que ça concerne quelques individualités. Et souvent, d'ailleurs, les électeurs du Front National qui ont voté pour les candidats des Républicains, c'est d'abord un vote contre les candidats d'Emmanuel Macron. Et ça confirme simplement leur volonté avant tout qu'il y ait une opposition solide. Et encore une fois, les Républicains ne le seront pas. Et l'opposition, elle ne se mesure pas simplement au nombre de sièges qu'on occupe à l'Assemblée nationale. Elle se mesure à la ténacité, à la détermination, à la capacité aussi à proposer une autre offre politique. Or, on voit bien que les Républicains, sur les grandes orientations, ils sont d'accord avec Emmanuel Macron, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est l'un des leurs qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement. Alors, Jean-Luc Mélenchon a fait son arrivée à l'Assemblée nationale aujourd'hui en groupe avec un cri de ralliement qui laisse peu de place au fait qu'il souhaite, lui, incarner l'opposition, tout comme vous d'ailleurs. C'est le point gauche ou pas? Ouais. Allez, là on te suit. Résistance! Et à la fin, c'est nous qu'on a! Gagné! Et à la fin, c'est nous qu'on a! Gagné! Voilà, elle vous inquiète cette concurrence dans l'opposition extrême, j'allais dire, à l'autre bout de l'hémicycle, même si, s'il était rond, vous pourriez vous retrouver sur pas mal de sujets, on le comprend? Non, d'abord, je ne m'inquiète pas de ce genre d'opération de communication. Et ensuite, là encore, posons la question de fond. Quand Emmanuel Macron va organiser son autoroute migratoire entre le Maghreb et la France, c'était un de ses engagements pendant la campagne, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va s'y opposer? Or que lui, à Marseille, dans un de ses meetings, il a promis la régularisation massive des clandestins et la naturalisation massive. Sur le code du travail. Voilà, est-ce que, par exemple, sur les impôts, Jean-Luc Mélenchon proposait 100 milliards d'euros d'impôts supplémentaires? Est-ce qu'il va s'opposer à des hausses d'impôts imposées par Bruxelles ou à la hausse de la CSG? Sur le code du travail, je ne le crois pas. Vous dites la même chose, vous votez ensemble? Non, on vote pas. Non, on formule des critiques qui sont en réalité un peu différentes. Mais vous allez avoir à un moment donné des votes communs, bien ça sûr, paraît c'est possible. Ça vous dérange ça ou pas? Non, pas du tout. On peut très bien s'opposer à un texte pour des raisons qui soient un peu différentes. Moi, ce que je vois de néfaste dans le projet de la réforme du Code du travail, nous, on n'est pas opposés par principe à la réforme du Code du travail qui aujourd'hui comprend des milliers de pages. Et évidemment, c'est sans doute pas, il est sans doute très perfectible. Mais le projet, c'est d'aller encore plus loin que la loi El Khomri, c'est-à-dire les négociations sur les conditions de travail et les durées de travail par entreprise, c'est-à-dire donner un poids considérable aux syndicats, lesquels en France sont peut-être les soutiens de Jean-Luc Mélenchon pour un certain nombre d'entre eux, mais ne sont pas représentatifs, sont sclérosés, sont politisés. Et puis on voit bien aussi que d'une manière générale, ça consiste dans un contexte de chômage de masse à fragiliser les salariés sans du tout régler les problèmes des entreprises. Ce dont les entrepreneurs ont besoin, c'est
c'est la baisse des charges, la baisse de la fiscalité, la suppression des contraintes administratives très lourdes. Je vous repose la question différemment, parce que politiquement, c'est important pour savoir qui incarnera, comme vous dites et comme il dit, l'opposition, à partir du moment où il a cette pression sur l'extrême gauche. Est-ce que c'est pas compliqué pour le Front National de continuer à dire ni droite ni gauche? Est-ce que ça ne serait pas plus efficace pour vous de vous recentrer sur ce qui a historiquement été l'histoire de votre parti, l'extrême droite? Non, mais d'abord, le Front National n'est pas l'extrême droite. Et ensuite, si nous nous définissons comme ni droite ni gauche, c'est parce que c'est aujourd'hui le seul véritable enjeu. La question, c'est plus de savoir si on est droite ou gauche. Donc vous serez allié objectif sur beaucoup de votes avec Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il suffit d'être d'accord avec ça. On peut très bien, ponctuellement, sur un texte, avoir le même avis de désaccord avec le projet du gouvernement. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, il est entre ceux qui veulent la disparition de la nation, la dislocation de la nation, qui ne croient pas à l'identité française, qui considèrent qu'il n'y a pas de culture française, et ceux qui considèrent au contraire que la nation est le moyen de protéger notre identité, notre sécurité, nos libertés fondamentales et notre prospérité économique. Merci Nicolas B d'être venu répondre à nos questions ce soir. À suivre le grand décryptage. On revient sur cette affaire du modem qui modifie sensiblement la structure du remaniement en cours. A tout de suite.